Bonjour, je m'appelle Isabelle Leroy, je suis business coach et voici mon index ABC. Soyez les bienvenus, voici un nouveau portrait, vous l'avez compris, elle s'appelle Isabelle Leroy de Toulouse, de la Ville Rose, pour s'installer quelques instants sur les canapés. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Et je suis ravi de vous accueillir. J'ai la première réflexion que je me suis faite en regardant le titre de votre intitulé qui dit Business Coach. Je me suis dit, est-ce que c'est compatible quand on parle de bien-être, de développement personnel? Est-ce que le mot business est compatible? Ben, c'est justement la gageure, en fait, c'est d'associer le business et le bien-être. C'est possible. Ben oui. Bon. Mais moi, j'accompagne souvent et plutôt on va dire des gens qui sont en lien avec le commerce. Et donc, en fait, ils sont dans le business, mais ils s'occupent pas beaucoup d'eux. Et ça a de l'influence sur leur santé, sur leur vitalité, surtout sur le long terme. Est-ce que vous avez le sentiment que ça, c'est un problème franco-français? Est-ce que quand on parle de management, quand on parle d'entreprise, d'entrepreneuriat, on a trop souvent tendance à à laisser son côté, le bien-être essentiel? Et ben justement, parce qu'il faut aller dans les objectifs, il faut répondre aux objectifs. Alors, quand on est indépendant, qu'on est tout seul, et quand on est dans des équipes de vente ou manager d'équipes de vente, ben en fait, le succès passe par l'atteinte des objectifs. C'est la réussite, c'est la voie de la réussite. Et quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, ben on a la forme, on subit la pression entre guillemets, ou on se met la pression tout seul. Mais quand on arrive à 45, 50 ans, c'est parfois plus difficile. Est-ce que c'est pas antinomique et parfois un peu honteux que de dire je vais faire appel à un ou une coach pour que mon entreprise aille mieux, pour que je me sente mieux et que par voie de conséquence mon entreprise aille mieux? Est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Et j'ai justement la difficulté, c'est que ces personnes-là, ce type de population s'occupent très peu de leur santé, de leur vitalité, parce qu'ils disent je peux encore. J'ai besoin de personne, je suis fort, même les femmes. J'ai besoin de personne, jusque-là, j'ai réussi à m'en sortir, à atteindre mes objectifs. Et ils savent pas tellement où aller. Si même ils se rendent compte qu'il y a un souci au niveau de leur santé, ou de leur vitalité, ou de leur énergie. Et donc, ils savent pas où aller. Un psychologue, c'est souvent tabou. Ou alors, il faut qu'il y ait une problématique derrière, avec un événement personnel. Un coach, c'est souvent plus dédié pour, on va dire, des cadres dirigeants. Enfin, souvent, on pense à ça. Et donc, en fait, ils sont un peu laissés pour compte. Et c'est l'idée que vous en avez eue, évidemment, de voir... Est-ce que vous avez été dans ce cas? Ben oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai été dans ce cas, j'étais responsable commercial, j'ai managé des équipes. J'étais à fond dans mon travail, en fait, à un tel point que ma fille, toute petite, presque les premiers mots qu'elle a eus, elle avait un téléphone portable, un jouet, et elle disait je te laisse, je t'entends plus, je te rappelle. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, moi j'ai répondu à un client le jour où j'ai accouché. J'étais à la maternité. Mais c'était normal pour moi. C'était normal parce que il y avait pas de distinction vie privée, vie pro. Et même j'ai mis du temps, il y a pas très longtemps, où je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de séparer dans la tête son travail de sa vie personnelle. Surtout quand on est entrepreneur, dirigeant, et que c'est très compliqué. Hein. Et quand on est commercial, où on est tellement passionné par ce qu'on fait. Oui. Donc, indépendants commerciaux, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, parce que pour moi, c'est la même problématique. Ouais. Aujourd'hui, vous avez réussi à prendre ce recul? Pas toujours, hein. Ouais, pas toujours. Parce que c'est une façon d'être aussi. J'ai un collègue il y a pas très longtemps, un ex-collègue qui m'a dit mais en fait moi je me suis mis la pression tout seul. Il y a ça aussi en fait, c'est-à-dire que on répond à ces entre guillemets ce qu'on nous dit à l'école, hein, les injonctions du avoir, monde voilà, des business schools, des écoles de commerce, et puis on veut réussir pour montrer à son patron bien qu'on est valable, compétent, et puis à soi-même, je pense. En vrai, tout d'abord à soi-même. C'est-à-dire qu'on a cette faculté de se mettre la pression comme ça. Clairement. Et c'est très drôle ce que vous me dites, parce que ça me parle en même temps. Et combien de fois je me suis dit, mais est-ce que tu es obligé de faire ça?
est-ce que tu es obligé d'aller jusque-là et de te mettre dans ces situations-là? Ouais. Et parfois, c'est inconscient. Hein. Mais tellement. Hein. Moi, j'avais l'injonction d'être première à l'école, toute petite, parce que je voyais que ça faisait vraiment plaisir à mes parents. Ouais. Ils étaient des ouvriers, donc première à l'école, pour eux, il fallait pas que je sois ouvrière. Donc, c'était leur façon pour eux, sortir de là, c'était par les études. Et donc, je recevais une petite poupée emballée que je détestais d'ailleurs, qui m'offrait. C'était coûteux pour eux, mais pour eux, c'était une récompense d'être première à l'école. Et je pense qu'après, on garde ça aussi. Ouais. Donc, quelque part, on veut faire plaisir aux parents. Donc, vous l'avez été, première à l'école? Oui. Ah oui. 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 Oui, oui. Donc, bon élève, voilà, bien structuré. Ça. Voilà. Et donc, après, je crois qu'on garde ça tout au long de sa vie. Consciemment ou inconsciemment. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah bah, inconsciemment. On va voir les outils que vous utilisez lorsque vous accompagnez et que vous coachez ceux et celles qui ont besoin de vos services. Et puis, on va revenir évidemment sur votre approche. Parce que les outils que vous utilisez sont des outils que les thérapeutes utilisent. En fait, moi, j'ai eu un souci personnel dans ma vie assez important. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Et j'ai commencé de faire une thérapie par l'art, par l'expression picturale. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, plus que pour moi un thérapeute ou un psychologue, parce qu'il y avait cette expression et en fait, il y avait cette triade avec le tableau, le thérapeute et moi-même. Et je me suis formée à l'art-thérapie et il y a eu tout ce volet psychologique qui m'a passionnée. Parce que commercial aussi, on est quand même en contact avec des gens et finalement, parfois, on joue le rôle de thérapeute avec certaines personnes quand on les voit sur le long terme. Et cette approche thérapeutique, elle me soutient quand même dans mon approche de coaching aujourd'hui. Mais vous auriez pu être thérapeute? Oui, j'aurais pu être thérapeute. Mais je trouve qu'à un moment, c'est pas suffisant. Enfin, pour moi, thérapeute, on parle beaucoup du passé. Et le coach, lui, il voit l'avenir. Donc, c'est bien d'avoir les deux facettes. Alors, si je me fais l'avocat du diable et que je pousse un peu le raisonnement, on va vous dire, c'est bien de voir l'avenir, mais si vous ne réglez pas les causes, donc le passé... Oui, c'est pour ça. En fait, justement, les gens qui viennent me voir n'ont pas toujours envie de parler du passé. N'ont pas toujours envie de parler de leur vie personnelle. Revenir sur ce qui les a marqués. Ouais. Donc, on part de là où ils en sont pour aller vers une action future. Ou du moins gérer le présent. Et on se rend assez vite compte qu'il y a toujours eu un impact du passé. Et donc, moi, j'ai la capacité de les amener là-dessus, avec mes outils. Normalement, un coach, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que on parle pas du passé quand on est coach. Mais moi, avec ma facette thérapeutique, s'il y a vraiment un nœud dans le passé, je suis à l'aise pour en parler. Et pourtant, vous n'avez pas voulu mettre le mot thérapeute dans votre titre. Non, j'ai pas voulu mettre le mot thérapeute. Très bien. Alors, on demande souvent à ceux et celles qui s'installent ici, qui présentent leur index, d'avoir une phrase d'accroche. Oui. Une phrase générique. La vôtre, c'est « quand on est passionné, mais en perte de vitalité ». Oui. Est-ce que ça, déjà, il faut prendre conscience qu'on est en perte de vitalité? Oui. Et ça, c'est pas évident. Non. J'ai le cas, là, récemment, d'une amie. Elle a été arrêtée. Elle est dans un contexte professionnel compliqué, mais elle dit « je peux encore ». J'ai eu 2 semaines, ça va aller. Alors qu'en fait, elle est vraiment, vraiment proche de la ligne rouge. Vous lui avez dit? Oui. Comment elle a réagi? Pour elle, c'est comme le brouillard et elle va tout perdre. Elle va perdre son travail si elle s'arrête plus longtemps. Elle va perdre son foyer. Enfin, tout son monde s'écroule. C'est pas possible. Donc, il faut qu'elle tienne encore. C'est là où vous intervenez. Oui. Et vous allez le faire? C'est une amie, alors. Ouais, c'est compliqué. On peut pas. Ouais. C'est compliqué, mais je pense que elle a pris du recul sur certaines choses et elle est en bonne voie. Quels seraient pour vous les premiers symptômes de attention, ne pas franchir la ligne rouge? Alors, tous les symptômes physiques, difficulté d'endormissement ou réveil nocturne, irritabilité, l'alimentation. Alors souvent on va compenser. Moi j'ai vu beaucoup de personnes dans le monde du commerce où il y a convivialité qui rime avec
alcool, excès, parce qu'on compense, mais on est pareil, on est inconscient. On compense d'un mal-être intérieur à consommer, et c'est sans jugement de ma part. Donc ça, c'est aussi des signaux. Ce sont aussi des signaux. Et je dirais... Fatigue extrême, lourdeur le matin, pas envie de se lever. Quand on est obligé d'avoir le réveil qui sonne, souvent quand on va bien, on se réveille avant que le réveil sonne. Donc ça, ce sont des signaux. Et puis, pas envie, démotivation, toutes les phrases qu'on va se répéter, j'ai pas le choix, ou les soupirs, oui, j'ai soupiré, et tout le mental, mais ça, c'est compliqué aussi d'avoir ce recul sur les pensées qu'on a. Et on se dit souvent, ouais, ça va. Voilà, c'est pas pire, comme disent les Canadiens. Oui, exactement. On se réveille, encore. On se booste un peu là, et on y va. Bon. On va prendre un peu de vitamine C, et puis c'est terminé. C'est ça. Et les populations, donc que sont les indépendants qui sont seuls et les commerciaux, je prends cette catégorie-là parce que ils ont ce rôle vis-à-vis du client où il faut avoir la banane, il faut sourire, il faut dire oui au client, il faut l'écouter, écouter ses besoins, sortir, appeler son entreprise parfois, le défendre. Alors là, l'entreprise, elle peut aussi nous dire non. Et donc, c'est un peu pareil pour l'indépendant qui est tout seul. Et il se retrouve, il y a ce sentiment de solitude et d'isolement. Est-ce que l'approche que vous avez avec ceux et celles donc, que vous coachez, c'est d'abord une approche individuelle et ensuite sur leur méthodologie de travail, ou est-ce que les deux sont jumelés? C'est-à-dire vous travaillez sur la personne et puis sur sa façon de travailler à elle? Et sur la personne, et moi j'aime bien aussi faire du collectif, c'est-à-dire qu'en fait il y a un premier entretien ensemble, on regarde, moi je suis fascinée par l'énergie, en fait. Et effectivement, j'aurais pu mettre dans mon titre thérapeute énergéticienne parce que je regarde ça en premier. Donc, l'énergie, la qualité de l'énergie, je sais regarder ça et je sais aussi l'aider avec un soin qui va déjà le remettre sur pied. Et c'est assez incroyable. Justement, l'amie dont je vous parlais, je lui ai fait à distance en plus. Elle croyait pas du tout à ça, vraiment... plutôt d'origine plutôt matérialiste et puis physicienne, donc elle s'est dit mais qu'est-ce qu'elle va me faire un soin à distance. Et le lendemain elle m'a dit mais qu'est-ce que tu m'as fait, ça va déjà mieux. Mais vous êtes thérapeute. Oui. Mais c'est clair, non seulement vous êtes thérapeute, et je pense changer mon titre après. Et je pense que vous êtes thérapeute intuitif plus. C'est possible. Vous ressentez? Oui. Ah ouais. Oui. Et donc, cet premier entretien, finalement, c'est... Vous voulez pas en parler, hein? Non, mais je vois bien. Hein. Vous voulez pas que je vous emmène sur ce chemin-là, hein? On peut en parler. Non, mais j'allais dire cette dimension spirituelle. Oui. Vous l'assumez mal? Ça vous dérange? C'est incompatible avec ce que vous proposez? Non, pas du tout. Mais en fait, non, pas du tout. Mais c'est vrai que vous venez me chercher. J'en parle quand je suis avec la personne au moment du coaching. D'accord. Mais c'est important que ça effraie les gens, en fait. Au contraire. Je pense que c'est important que les gens sachent que, parce que business coach, on se dit, bon, voilà, elle va nous apprendre des techniques commerciales, des techniques, etc. Non, pas du tout. Non, c'est un accompagnement de la personne. Inconsciente, consciente, subconsciente, etc. Donc ça va jusque-là. Et oui, c'est ça. Souvent je dis, j'invite les gens comme vous dans un contexte de velours et en fait, on parle. Et oui. Et il y a tout l'inconscient qui va parler par rapport à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle vit aujourd'hui. Et après, on met des actions, mais c'est à la toute fin de l'accompagnement. On est obligé de rien, mais disons que dans l'index, le parcours de vie de celui qui se présente à vous, il est important. D'où vous venez, ce que vous avez fait, etc. On a vu évidemment quelle est votre approche auprès des coachés que vous avez. En revanche, votre histoire, elle est aussi particulièrement mouvementée. Est-ce que c'est évidemment elle qui vous a façonné, mais qui vous a aussi traumatisé? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous acceptez d'en parler? Oui, bien sûr, oui. Alors moi, je suis née dans une famille, je dirais, avec des personnes dysfonctionnelles.
On vivait petite famille. Moi, je suis fille unique, petite famille parce que j'avais mes parents et mes grands-parents à côté. Donc vraiment quelque chose de très petit. Et mon papa était orphelin. Donc il y avait pas de son côté, il avait juste une tante. Donc pas de repère. Non. Pas de père, pas de repère. Et une histoire très traumatique des deux parents que j'ai compris beaucoup plus tard, que j'ai étudié avec intérêt. Et justement, j'ai jamais été contre mes parents ou en rébellion. J'ai un peu envie de dire, vous avez reçu Franck Lobvé sur ce canapé qui disait je suis cette grand-mère, je suis ce père, je suis ses ancêtres en fait. Et donc j'ai voulu savoir qu'est-ce que j'avais en moi. Et du coup, vous avez dit il y a du transgénérationnel? Oui, bien sûr, oui. Donc en fait, mon grand-père a été torturé par les Allemands et donc est décédé en 1944. Son propre père s'était porté volontaire pour faire ouvrier volontaire pour pas que son fils parte à la guerre et lui s'inclut dans la résistance et décède. Donc il revient et son fils est décédé. Donc mon père était tout petit et il avait perdu sa maman qui avait accouché d'une petite sœur qui est décédée. Donc déjà, c'est beaucoup, ce petit garçon, c'était beaucoup. Et mon père s'est engagé en Algérie dans les commandos. Donc je pense qu'il voulait vraiment en finir avec la vie et il est revenu. Voilà, il avait une vingtaine d'années, il est revenu chauve. Donc je pense que lui a déjà vécu pas mal de traumas. Mais moi, je sais pas tout ça parce qu'on n'en parle pas à la maison. Et de l'autre côté, du côté de ma maman, ils avaient été expulsés parce qu'ils habitaient à Metz et qu'ils n'étaient pas alsaciens et lorrains. Donc, ils ont été expulsés. Donc, c'était pas un camp de concentration, hein, c'était un camp de réfugiés dans la région de Lyon. Et donc, c'est pareil, il y a aussi traumatisme de la part de ma maman qui avait 6 mois quand elle est arrivée. Et elle, son père est parti, elle était toute petite, donc elle s'est occupée de son petit frère. Et quand moi, je suis dans cette famille, mes grands-parents se sont remis ensemble après avoir divorcé pendant 20 ans. Ouais, c'est séparé. Donc, il y a toute cette ambiance complexe, on va dire, avec des personnes qui dysfonctionnent. Et mon premier souvenir, j'ai 4-5 ans et je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a quelque chose qui est pas normal. Mais bien sûr, je peux pas comprendre. Bien sûr, vous pouvez pas conscientiser le truc. Non. Et donc moi, j'essaye toujours de les rafistoler, de les rabocher. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et ça continue après avec mon oncle et je fais toujours ça, quoi. Et donc. Donc déjà une notion d'aide, d'entraide. Oui. C'était déjà bien présent chez vous. Oui, c'est ça. Et puis il y a des cassures. Oui. Et oui, parce que mon grand-père, j'ai 25 ans, met fin à ses jours. Justement parce que il n'arrivait pas à intégrer le fait qu'il avait quitté femme et enfant de manière un peu brutale. Oui, très brutale. Et comme il s'était remis en couple avec ma grand-mère, et il vivait à la Colle, elle a fait comme une crise, et puis cette crise l'a menée à aller mettre fin à ses jours dans sa cabane de jardin. Et votre papa aussi? Et mon papa aussi, 5 ans après, ouais. Après une grosse dispute familiale, on n'a pas vu les signaux. Il était à la retraite, il venait d'être à la retraite, ça faisait 1 année. Et cette histoire cette dispute, alors qu'il en a, voilà. Et comme il était en inactivité, il venait de s'arrêter de travailler, je pense que ça l'a mis par terre. Mais moi, j'ai compris, justement en regardant son histoire de vie, qu'il était, que de toute façon, il pouvait pas faire autrement, finalement. Et on parle de spiritualité, donc je vais aller sur ce chemin-là. Moi, j'ai repris mon travail 5 jours après le décès de votre père. Le décès de mon papa. Mes collègues étaient très surpris. Je savais pas faire autre chose, en fait, que de travailler.
Mais quand même, je vais pas fort bien, on va dire. Hein. Et un jour, je vais sur sa tombe, alors que je n'y allais jamais, et je lui avais écrit une lettre. Et je lui dis, papa, si t'es pas loin, fais-moi un signe. Vous savez, ces fameux signes qu'on cherche, hein, tous, à se raccrocher. Bien sûr. Et puis, je mets la lettre sur un pot de fleurs. Puis, j'ai quand même pas envie que ma maman trouve la lettre. Donc, je retourne au cimetière et je dis, je vais brûler ma lettre. Donc, ça devait être entrée d'automne. Et je me dis, mais elle va jamais brûler cette lettre. Bon, finalement, je me dis, allez. Et ma lettre est partie en un claquement de doigts, comme je remonte dans ma voiture et là, je me dis, en fait, c'est ça, tu me fais un signe. Et ça m'a donné une force incroyable parce que je me suis dit, en fait, c'est pas une fin. Il est pas loin. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment de m'occuper de moi, de m'occuper de leur histoire, de transcender tout ça. Mais pourtant, vous continuez dans le même secteur d'activité. Oui, et oui. Vous ne switchez pas. Non, pas tout de suite. À quel moment arrive le switch? Bien loin, bien loin plus tard. Mais parce qu'entre-temps, je rencontre un homme qui est plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, avec qui j'ai une fabuleuse histoire, une enfant née. Mais assez vite, je me rends compte que c'est un homme complexe et avec lequel on a des difficultés, donc je divorce. Et donc, il faut continuer d'alimenter la machine financière. Faut vivre. Faut vivre. Et donc, je continue, mais je continue de me former. Pendant ce temps, je me forme à l'art-thérapie, je me forme au coaching. À la sophro, voilà. Et puis, après, j'ai rencontré mon second époux. Et donc, on déménage. Donc, j'emporte ma fille avec moi, on déménage. Et donc, le temps passe et s'installer, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, on continue le métier qu'on connaît. Par peur, sans doute. Oui, bien sûr. Par frein, ou de se dire, attention, je suis pas toute seule. Donc, bien sûr. Et puis, on a des revenus corrects, on va dire, et avec voiture de fonction. Voilà, il y a tous les avantages qui vont autour, donc effectivement, switcher, mais vous allez le faire. Oui. Qu'est-ce qui fait que? Eh bien, justement, c'est ce moment où c'est plus fort que soi, en fait. Quand on commence aussi d'avoir... moi, j'ai qu'une fille, donc commence de grandir. Maintenant, elle s'assume. Et que c'est plus facile en termes aussi financiers et matériels. Il y a une sorte d'autorisation qu'on se donne à soi. Et je me rappelle une phrase il y a pas longtemps, si tu oublies pourquoi... rappelle-toi pourquoi tu as commencé à faire ça. Et en fait, il y a 5 ans à peu près, j'avais rencontré une médium. C'était une personne qu'on m'avait donnée en référence au tout début quand mon papa est décédé. Et je voulais pas y aller parce que c'était pas le moment, je pense. Et 20 ans après, je vais voir cette personne. Et donc, je rentre en communication, cette fois-ci, on va dire, indirectement, mais un peu plus direct, avec mon papa, qui me dit qu'en fait, il est fier de moi et que s'il avait su tout ça, tout ce que je faisais, il se serait occupé de lui. Voilà. Et qui savait pas, et forcément, nous, on était en plus dans un petit village, la psychologie, la thérapie, c'était inexistant, quoi. Ça veut dire que vous avez pris ce message comme un feu vert? Oui, et une autre fois, il a réussi à pareil, j'avais été dans c'était une conférence d'une médium, mais c'était vraiment pour la planète. Et j'avais été, moi, à un salon, je commençais mon activité, j'avais été à un salon pour présenter, je crois que c'était sur l'art-thérapie, et il avait réussi à me faire transmettre un message, parce que du coup, j'avais mes 2 activités, en disant, mais quand est-ce que tu démarres? Et lui, je sais que lui, c'était un souci, parce que il y avait aussi ce côté revenu. Moi, j'ai le souvenir qu'une fois, j'ai entendu mes parents qui disaient, au milieu de mois, il nous reste 100 francs pour finir le mois, comment on va faire?
Et je me rappelle, il avait pas de chantier, il avait pas de travail en vue. Ma maman travaillait à domicile. Et je pense qu'il y avait ça aussi en fond pour moi qui était là. Hein, c'est un trauma. Oui. Indépendant, c'était risqué. Oui, bien sûr. Et donc, il a réussi à me transmettre ce message. Bah alors, quand est-ce que tu y vas? Et je me suis dit, mais il a juste dit ça, il est gonflé. Voilà. Et donc, vous y allez. Et ouais, j'y vais. Et juste pour terminer, par rapport à ce message, je l'ai eu une dernière fois pendant un soin pareil, parce qu'on s'occupe de nous aussi, hein, en tant qu'accompagnant, on doit aussi continuer notre chemin. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est très important de le dire. C'est pas fini, c'est jamais fini. C'est jamais fini, hein. Et ce sera le chemin d'une vie, hein, oui, que de s'occuper de soi. Ça devient de de la dentelle, question. ça devient bien de sûr. la subtilité, bien mais sûr, on continue. Bien sûr. Et donc, il est venu me dire un dernier message. Donc, c'était toujours la même chose, en fait, où il me demandait pardon à chaque fois. Et c'était le même mot qu'il m'avait laissé, en fait, qui m'avait laissé écrit. Voilà. Comme une validation maintenant oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a eu une dispute de famille et qu'en fait, il y a eu tout un échange avec des membres de ma famille, un membre de ma famille. Et en fait, qui m'avait écrit une lettre. Et le jour où, donc j'avais fêté mes 30 ans, c'était à cause de ça la dispute. Et le lendemain, il a voulu que je lui lise la lettre. Et moi, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai pris la lettre, mais j'ai lu tous les passages. J'ai sauté tous les passages qui étaient contre eux, en fait, contre. Et ils sont rentrés chez eux et c'est là qu'il a mis fin à ses jours. Et donc, je m'étais jamais disputée avec mon père. Donc, j'ai fini ma dernière relation avec lui, ça a été sur une dispute. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'avait mis je te demande pardon. Isabelle, je te demande pardon. Et ce pardon, je me le suis aussi accordé difficilement parce qu'à un moment, je me suis dit, ben, vous savez, enfin, les gens qui ont vécu des personnes qui mettent fin à leur jour comprendront. En fait, on refait des années et des années le film « Et si ?» Et si Bien sûr. On refait pas ça. Et si j'avais dit ça? Et si, voilà. Et si j'avais réagi autrement? Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, il m'a transmis ce message qu'en fait, tout ça, toute cette vie, sa vie à lui, avait servi à ce moment-là pour que moi, je puisse être sur mon chemin. Et donc, ça aussi, c'est très important pour moi. En tout cas, vous l'avez compris comme ça aujourd'hui. Oui, vous le ressentez comme ça aujourd'hui. Il me l'a dit, il me l'a fait transmettre par la thérapeute et je le ressens comme ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, votre accompagnement, ça va quand même bien plus loin que le business coach. Non mais sérieusement, ça va beaucoup plus loin que ça parce que vous parlez même de soins. Oui. Donc ça veut dire que dans votre palette de champs des possibles et des actions, il y a cet accompagnement-là pour les chefs d'entreprise, pour les cadres et autres, mais pour les particuliers aussi, vous faites? Oui, bien sûr. C'est vrai que mon appétence, elle va pour ces gens-là parce qu'en fait, ils me ressemblent. Bien sûr, bien sûr, ça vous parle. Et que généralement, on attire à soi ce qu'on a été, ou ce qu'on est encore un peu. Au début, je recevais beaucoup de gens qui voulaient mettre fin à leur jour. Alors, finalement, en creusant, je finissais par leur poser la question. Et ils y avaient pensé. Et donc, quelque part, vous savez, on vient toujours... On dit merci aussi aux gens qu'on accompagne. Parce qu'en fait, il nous montre aussi qu'on a déjà, nous, avancé. Mon enseignant d'art-thérapie disait, il nous a répété, vous n'irez pas plus loin, vous n'amènerez pas plus loin les gens que vous n'avez été vous-même. Donc, c'est aussi à chaque fois, ça nous valide où c'est qu'on en est nous. C'est ça, c'est-à-dire si tu ne chemines pas toi-même, c'est ça. Tu ne peux pas accompagner les autres c'est ça. Et dépasser un peu les... Ou du moins, on va les accompagner jusqu'où on est, et c'est OK. Hein. Parce que, il faut on commence bien quelque part. Donc, il y a du soin, il y a de l'art-thérapie dans ce que vous faites? Non, pas forcément, non. Sophro non plus? Vous êtes formé à ça, mais vous ne l'appliquez pas? Oui, parce qu'on le fait dans la relaxation, méditation. Je propose aux gens, en fait, moi, si les personnes me disent non, moi, je crois pas à ça, j'ai pas envie de ça, c'est OK. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on fait une autre approche. Voilà, on fait une autre approche. Par contre, souvent, les gens qui viennent me disent oui. Est-ce que vous avez un souvenir de quelqu'un que vous avez accompagné, une sorte de avant-après? Moi, j'aime beaucoup qu'en général, les thérapeutes nous racontent une histoire comme ça, quelqu'un
qui s'est presque métamorphosé grâce à l'accompagnement que vous avez proposé? Oui, j'ai quelqu'un en tête. Et justement, cette personne, donc une personne, je ne vais pas donner de prénom, une personne manager. Vous savez, j'habite à Toulouse, donc il y a une grosse entreprise à Toulouse, pour pas la nommer. Une ville même. Ah oui? Une ville dans la ville. Voilà, c'est ça. Donc elle encadre une équipe, enfin quelqu'un vraiment avec une profession très très passionnante, c'est passionné. Et puis elle vient vers moi. Alors là, c'était pas dans le sens business coach, mais elle allait pas forcément bien. Elle avait vu une psychologue qui lui avait dit même, enfin je répéterai pas, mais elle croyait à plus rien, quoi. Et très fatiguée, très stressée, en difficulté aussi, même avec les personnes avec qu'elle manageait. Et un dimanche, elle m'envoie un message en me disant que elle voit pas le bout du tunnel et qu'effectivement, elle pense mettre fin à ses jours. Grosse responsabilité. Ouais. Et donc, on a fait un Zoom d'urgence. Et donc, je lui ai vraiment parlé de ça, quoi. Parce que pour moi, si on veut mettre fin à ses jours, c'est son choix. C'est dur, hein. Et du coup, vraiment, j'ai évoqué ça avec elle. Et vous lui avez sauvé la vie? Après, je lui ai dit que je devais normalement l'informer les pompiers. Je lui ai dit, je vais t'envoyer les pompiers. Oui, parce qu'après, c'est non-assistance à personne en danger. Exactement. Oui, bien sûr. Et elle m'a promis, je lui ai dit, je veux tes nouvelles demain matin. Et je l'ai envoyé voir un psychiatre quand même, un professionnel qui pourrait aussi lui donner des médicaments, faire une prescription médicamenteuse. Et effectivement, elle m'a rappelé le matin pour me dire que ça allait. Et donc, à Noël, elle m'a offert une grosse boîte de chocolat en me disant, tu m'as sauvé la vie. Et je le vois à la peau des gens, moi, à la couleur de peau des gens. Ah oui? Oui. S'ils vont bien ou pas? Oui, oui. Les personnes, quand elles arrivent, souvent, elles ont une peau terne, on sent la fatigue, la perte de vitalité. Et quand elles finissent le coaching, elles ont la peau lumineuse. C'est comme le bateau, il paraît que on dit les personnes qui font du bateau disent la joie, c'est quand on achète le bateau et quand on vend le bateau. Eh bien moi, ma joie, c'est bien sûr j'apprécie d'accompagner les gens, hein, c'est formidable, mais j'aime le moment de découverte de l'histoire de la personne. Je trouve ça incroyable. À chaque fois, j'ai envie de dire mais non, c'est pas vrai, parce que c'est pareil, il y a des histoires incroyables. C'est très intime en plus, hein. Oui, la personne se livre, nous parle d'elle, et à la fin, du coup, il y a le avant-après. J'aime beaucoup ça. Vous êtes aligné avec ce que... C'est vrai, non mais aujourd'hui, vous faites ce que vous aimez. Oui, oui. Vous avez enfin franchi le cap. Oui, c'est ça, oui. Que dirait votre père? Eh bien, qu'il serait fier de moi. Et moi, je le remercie aussi. Ça a été un déclencheur, pour le coup. Clairement. Finalement, c'est peut-être les gens vont être choqués, mais c'est un cadeau. Il m'a fait ce cadeau. Il m'a amené jusque-là. Alors lui, effectivement, il aurait pu être sauvé. Vous avez eu ce qu'on appelle ce fameux syndrome du sauveur? Oh oui, énormément, oui. Ah oui, oui, et oui, à se dire, j'aurais peut-être dû. Ah ben oui, bien sûr, oui, oui. Et ça, c'est aussi la ligne à pas franchir. Hein, c'est justement la personne dont je vous parle. J'ai aussi un collègue qui m'a une fois... c'est pour ça que je vous dis, au début, j'avais beaucoup de gens qui voulaient en finir avec la vie. Un collègue qui allait très mal, qui m'appelle. Je faisais ma formation d'art-thérapie, qui m'appelle et qui me dit... je suis sur un pont, je vais sauter. Et j'ai joué aussi ce Vatou-là en lui disant, écoute, si tu veux faire ça, c'est ton choix, mais tu as des enfants. Et donc, j'ai parlé de moi à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'ai dit ce que moi, j'avais vécu. Je leur ai dit, ok, c'est ton choix d'humain, mais moi, je vais t'expliquer ce que ça m'a fait quand mon père a fait ça. Après, oui, mais ils vont s'en sortir. Ah ouais, j'ai dit, t'es sûre de ça? Moi, quand j'ai appris, parce que donc mon père s'en va
à 13h. Et puis le contexte en plus météorologique était abominable, une pluie battante, noire. Et je sais pas, je suis pas bien quand il s'en va. Je suis pas bien. On vient de se disputer, donc voilà. Et je vais au travail. À l'époque, j'avais une agence. Je suis pas bien. Je suis pas bien voilà. Je téléphone et ma maman me dit oui, on vient d'arriver, ça s'est bien passé. Quel mauvais temps on a eu. Et en fait, c'est mon père qui décroche. Mon père, il décrochait rarement le téléphone. Et il me parle presque pas, il me dit, je te passe ta mère. Et donc, pendant qu'on est en conversation avec ma maman, il descend au garage. Et donc, on m'appelle, mon oncle m'appelle en me disant, il faut que tu reviennes. Il y avait 1h30 de route. Et je sens que je pose pas de questions. Et vous savez. Je sens que c'est grave, mais je sais pas ce qui se passe en fait. Et à l'époque, mon compagnon travaillait à Paris et mon oncle me donne comme des consignes en me disant tu vas aller à la gare de la Pardieu, il va venir te chercher, pose pas de questions. Et donc quand je le vois descendre à la Pardieu, on voit descendre les gens en fait, je vois les pieds qui descendent et quand je vois sa face, je me dis et je pose toujours pas de questions. On monte dans ma voiture et pendant le trajet, je lui dis, dis-moi ce qui se passe. J'étais prête, en fait, à entendre l'inentendable, entre guillemets. Et là, je m'étais dit, je vais plus, comment on va faire? Et c'est vrai qu'on pense à soi, hein, finalement. On pense pas à la personne qui a fait ça. On dit, mais comment je vais faire pour continuer? J'ai 30 ans, comment je vais faire maintenant à vivre avec ça, quoi. Et donc, c'est un peu ce que je dis aux gens, que c'est pas vrai que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on s'en sort. Bien sûr. Bien sûr. Ça reste un trauma, quel que soit l'âge. Oui. Et ça peut détruire quelqu'un et il ne peut jamais, il peut ne jamais se reconstruire. Oui, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Et ça demande quand même de l'effort, hein. C'est sûr. Hein, voilà, ça demande de l'effort. Et c'est aussi pour ça que je suis tant attachée à ça parce qu'on peut basculer d'un moment où on voit plus d'autres solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça qui me motive, c'est que en arriver là. Oui, avant d'en arriver à un extrême comme ça. Oui. Faut. En art-thérapie, on avait beaucoup étudié ça et l'enseignant nous avait parlé de ce moment où en fait tout bascule. Ça s'appelle le raptus, c'est-à-dire le moment où le cerveau, pour faire ça, hein, il faut plus avoir faut être comme dans un état inconscient hein, pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est ça qui me motive aussi, c'est de pas en arriver là. Donc, il y a le burn-out, comme on disait avant tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment l'extrême. Et quand on entend quand même dans les entreprises des gens qui font ça parce qu'ils sont harcelés, parce qu'ils ont la pression, parce qu'ils se mettent la pression, ça vaut pas le coup, quoi. Une vie pour ça, ça vaut pas le coup. C'est passionnant et votre histoire est évidemment aussi douloureuse soit-elle, elle est tout aussi passionnante parce Merci. que effectivement vous avez ce vécu-là, et oui, c'est comme ça, qui est aussi une chance quelque part, parce que ça détermine ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et je pense que ça parlera évidemment à beaucoup de ceux et celles qui vous regardent. Isabelle Leroy, il faut changer ce titre, hein. Business coach, ça va pas être possible. Et ça va bien plus loin que ça, mais on va y réfléchir. Merci infiniment en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup Isabelle, je suis ravi. Ouais, merci. Bonne visite de Paris. Oui. Hein, profitez avant de retourner dans la ville rose. Exactement, oui. À très bientôt. À bientôt, On merci. se retrouve pour un prochain portrait index très vite. Salut.